Été 1944. Le commandant d'un sous-marin américain lance une attaque sur un convoi ennemi. Ramage souffre visiblement de ce que l'on appelle une fixation sur la cible. Il ne voit que le navire qu'il s'apprête à torpiller. Navire en vue, tribord avant, ils foncent sur nous. Monsieur, j'ai un bateau à couler. L'obsession du commandant oblige ses hommes Barre à droite toutes! à prendre les choses en main. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, une nouvelle arme permet de combattre depuis les profondeurs. Mais l'ennemi riposte avec ruse, force et ténacité. Encore primitifs mais révolutionnaires, les sous-marins vont radicalement changer le cours de la guerre. Leur histoire est légendaire. « 14 février 1943. Le sous-marin américain USS Trout croise au large de Bornéo, dans le sud-ouest du Pacifique. Cible à bâbord! Au lever du jour, l'équipage repère un navire japonais à près de 9 km. Le commandant, Lawson Ramage, identifie le bâtiment comme un pétrolier transportant du carburant destiné à la machine de guerre japonaise. C'est une cible de choix. Évacuez le pont! Lawson Ramage décide de se rapprocher discrètement. Le Trout plonge pour se rapprocher de sa proie. « 1830 mètres. Armez les tubes 1 et 2. Une fois les torpilles prêtes, à 640 mètres de distance, Ramage lance son attaque dans l'aube naissante. Torpille 1, feu. Torpille 2, feu. 2 torpilles s'élancent. La première touche la cible. Touché. Touché. Le navire japonais est endommagé, mais toujours à flot. L'équipage attend que la seconde torpille fasse son œuvre. Mais elle n'explose pas. Ramage a déjà tiré 6 torpilles défectueuses durant sa mission. Celle-ci aurait dû couler sa cible pour de bon. Il est furieux. Dans son rapport, il écrit des mots en lettres capitales. Il met des points d'exclamation partout pour signifier sa frustration. Surnommé le Rouge par ses amis et les autres officiers, Lawson Ramage se trouvait à Pearl Harbor le 7 décembre 1941, le jour où la base a été attaquée par les Japonais. Il a été témoin des dévastations infligées à la flotte du Pacifique. Ça l'a motivé et lui a donné des envies de vengeance. Une bonne partie de la flotte de surface étant détruite ou endommagée, il ne reste plus que les sous-marins pour répondre à l'offensive des Japonais. Un peu plus d'1 an plus tard, quand sa campagne personnelle est compromise par une torpille défectueuse, Lawson Ramage prend les choses un peu trop à cœur. Pour quelqu'un d'aussi agressif, c'était forcément très personnel. Il avait une revanche à prendre. N'ayant plus confiance en ses torpilles, il décide d'achever l'ennemi autrement. Abaissez le périscope. Il se dit que s'il ne peut pas le finir avec ses torpilles, il va y aller au canon. Au poste de combat. Préparez à faire surface. Le Trout surgit des eaux et fonce vers ce qu'il pense être un pétrolier japonais. Les
servants chargent les batteries sur le pont du sous-marin. Feu! Mais après quelques tirs, le navire japonais réplique. Lawson Ramage s'est trompé. Il n'a pas affaire à un simple pétrolier, mais à un cargo transformé en navire de guerre par la marine impériale japonaise. Il se retrouve tout à coup sous le feu ennemi et le pont se couvre de sang en un clin d'œil. Il se dit qu'il n'a pas fait le bon choix. Attaquer en surface était une erreur. Le commandant du sous-marin doit trouver le moyen de battre en retraite sans mettre en danger son bâtiment et son équipage. Il ne lui reste qu'une chose à faire. Chargement de la torpille arrière! Il fait pivoter le Trout pour tirer une nouvelle torpille. Feu! Heureusement pour lui, celle-ci ne rate pas sa cible. Le navire japonais commence à sombrer. Ramage peut maintenant s'occuper de ses hommes. Au moins 10 matelots sont blessés. Ceux qui ont été touchés par les mitrailleuses sont trop mal en point pour être soignés à bord. Il met le cap sur la base sous-marine américaine de Fremantle, en Australie, où ses hommes pourront recevoir des soins. Il ne cesse de pester contre les torpilles défectueuses et les risques qu'elles font peser sur la vie de ses hommes. C'est rageant. Vous risquez votre vie et celle de tout votre équipage. C'est absolument inacceptable. En Australie, Ramage se plaint auprès du contre-amiral Ralph Waldo Christie au sujet des torpilles défectueuses qui ont compromis sa mission. Christie répond à Ramage que ce n'est pas la faute des torpilles, que c'est lui qui ne s'est pas visé et qu'il doit faire mieux. La confrontation se passe mal, au point où le chef d'état-major du contre-amiral se saisit de Ramage par le col en lui disant qu'il est temps de partir. Pire encore, lors de la mission suivante, Coordonnées. Coordonnées 1-2-0. il ne coule pas le moindre navire. Des torpilles manquent leur cible et une autre n'explose pas. Il a beau attribuer ça au matériel, ses supérieurs ne sont pas de cet avis. Le contre-amiral Christie décide qu'il est temps d'agir. Il n'est pas content des performances de Ramage. Mais au lieu de le relever de ses fonctions, Christie décide de le renvoyer aux USA. Plus exactement sur la côte Est, où Ramage se voit confier le commandement d'un nouveau sous-marin qui doit bientôt sortir des chantiers navals de Portsmouth, l'USS Sparchi. Ce bâtiment, de la toute nouvelle classe Balao, est doté d'une coque pressurisée plus épaisse qui l'autorise à plonger jusqu'à 122 mètres de profondeur, soit 30 mètres de plus que ses prédécesseurs. À 3 millions de dollars l'unité, la marine américaine construira plus de Balao qu'aucune autre classe de sous-marins. Lawson Ramage retourne bientôt dans le Pacifique à bord d'un bâtiment flambant neuf avec un nouvel équipage. Merci mon garçon. Merci, monsieur. En ce mois de juillet 1944, le Sparchi est en chasse dans le détroit de Luçon, une voie maritime stratégique pour les Japonais entre les Philippines et l'île de Formose, l'actuelle Taïwan. C'est la porte d'entrée de l'Empire nippon, une artère de ravitaillement indispensable pour répondre aux besoins du royaume insulaire. Comme ceux des Alliés dans l'Atlantique, les bateaux de ravitaillement japonais circulent en large convoi. Ils sont accompagnés de groupes d'escorte équipés de la technologie anti-sous-marine qui leur faisait défaut aux premières heures de la guerre. En conséquence de quoi, les sous-marins américains ont adopté la stratégie choisie par les Allemands lors de la bataille de l'Atlantique. Ils chassent en groupe, comme les célèbres Wolfpacks d'Hitler. Le sous-marin fait ainsi partie d'un groupe déployé dans le détroit de Luçon.
Mais les commandants américains ne goûtent guère cette évolution tactique. Ces types étaient par nature des individualistes, des solitaires qu'on forçait à travailler en meute. Ce n'était pas ce qu'ils aimaient faire. Autre différence, les meutes nazies recevaient leurs directives d'un centre de commandement situé à terre, alors que les Américains sont sous les ordres d'un officier chargé de coordonner les attaques depuis un sous-marin. Pour cette mission, le rôle échoit à un homme expérimenté, le capitaine Lou Parks. Il est en charge du Parchi et de 2 autres sous-marins. Le problème pour Lawson Ramage, c'est que Parks se trouve à bord de son sous-marin. C'est compliqué d'avoir 2 officiers supérieurs à bord du même sous-marin. Ça crée forcément des tensions. Comme va bientôt le prouver la suite des événements. Après quelques succès modestes, le 30 juillet 1944, à 20h16, le Parchi reçoit un message de l'un de ses compagnons de meute. Un convoi japonais a été repéré. Le capitaine Parks ordonne à Lawson Ramage de le prendre en chasse. Bientôt, le Parchi donne la charge, fonçant sur sa cible à toute allure. Le commandant Ramage poursuit un convoi japonais croisant approximativement à 56 km au sud-ouest de sa position, au beau milieu du détroit de Luçon. Mais les heures passent et le Parchi échoue à localiser le groupe de navires. Le commandant du sous-marin américain pense que le convoi a modifié son itinéraire. Mais il n'a pas le pouvoir de changer de cap. Cette responsabilité incombe à l'officier en charge de la meute, le capitaine Lou Parks. Ramage est furieux de l'avoir à bord de son sous-marin. Les commandants de sous-marins sont des loups solitaires. Ils ont l'habitude que leur bâtiment soit sous leur seule responsabilité et ils n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Ramage souhaite contacter le Steelhead, l'autre sous-marin traquant le convoi, pour obtenir des informations. On n'interrompt pas le silence radio. Le capitaine Lou Parks refuse. Ramage veut connaître la position exacte du convoi, alors que Parks souhaite attendre de recevoir l'information. Ils ne sont pas d'accord. Devant l'insistance de Ramage, Lou Parks finit par céder. À minuit 30, le 31 juillet, le Parchi envoie un message radio. La réponse du Steelhead arrive 2 minutes plus tard. L'intuition du commandant du Parchi était juste. Le convoi a changé de route. Le sous-marin va dans la mauvaise direction. Nouvelle coordonnée 167. Lawson Ramage donne désormais les ordres. Pas besoin d'être grand clair pour deviner que ces deux-là n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Le Parchi file selon les nouvelles coordonnées. Mais il va mettre des heures à rattraper sa cible. Dans le quartier des officiers, le maître-coq de seconde classe, Carl Kimmons, vaque à ses occupations. Kimmons a rejoint la marine américaine en 1940, à une époque où l'armée refusait à peu près systématiquement d'envoyer les Afro-Américains sur des missions de combat. Le corps des sous-mariniers n'était pas épargné par la question raciale. Les Afro-Américains tendaient à être cantonnés aux cuisines et aux tâches subalternes. Mais chez les sous-mariniers, on se serre les coudes. Beaucoup d'Afro-Américains dépassaient souvent leurs fonctions. Ils rechargeaient les tubes lance-torpilles ou même les canons. Chaque matelot est prêt à participer au combat si nécessaire. Kimmons y a été entraîné comme les autres. Enfin, à 2h40, le radar révèle la présence d'un groupe de navires à 30 km. Au poste de combat. Après plus de 6 heures de poursuite, l'équipage du Parchi est prêt à passer à l'attaque. Carl Kimmons est à son poste. Dans la salle des batteries de proue, il est chargé de relayer par téléphone informations et instructions. Le sous-marin se rapproche de sa cible, qu'il n'a cependant pas encore en vue.
Quand Ramage localise enfin le convoi, il décide de foncer à la surface dans l'espoir d'aller assez vite pour l'intercepter. Sur le pont, Ramage et ses meilleurs vigies scrutent les environs à la recherche des navires ennemis. À 15 km de là, toujours hors de vue du Parchi, le convoi Mi-11 vogue vers les Philippines. Il transporte des troupes et des milliers de tonnes de ravitaillement sous la protection de navires d'escorte. Sur le vaisseau amiral, le commandant du convoi surveille les navires sous sa responsabilité. Les bâtiments circulent tous feux éteints dans une nuit sans lune. Il espère que le convoi parviendra à traverser le détroit de Luçon sans être repéré. Mais soudain, une série d'explosions fait voler ses espoirs en éclats. Le Steelhead, compagnon de meute du Parchi, a lancé l'offensive. Sa première salve a touché 2 navires. À ce stade, la situation est terriblement chaotique pour le commandement japonais. Il faut à tout prix que les bateaux du convoi serrent les rangs pour qu'ils puissent les sortir de là. Le Steelhead tire 4 autres torpilles. Maintenant que ses tubes sont vides, il doit s'éloigner du théâtre des opérations pour recharger sous la surface. C'est la procédure normale pour les sous-marins américains. Un sous-marin est beaucoup plus stable en immersion. Dans ces conditions, il est bien plus facile de sortir de son rack, puis de transporter et de charger dans son tube une torpille d'1,5 tonne. Entre-temps, alors que 3 de ces navires ont été touchés, le commandant fait envoyer des fusées éclairantes pour alerter le reste du convoi sur le fait que des sous-marins rôdent dans les parages. Mais les fusées ont le désavantage de les éclairer et de signaler leur position aux vigies du Parchi. Ramage voit enfin la proie qu'il a chassée toute la nuit. Mais alors que le Parchi se met en position, l'un des 3 navires d'escorte sur le flanc du convoi vire de bord en direction du sous-marin. Pour lui échapper et être en mesure de lancer son attaque, Barre à droite, toute! Ramage tente une manœuvre audacieuse. Un virage à tribord à 270 degrés que le capitaine surnomme la roulette inversée. Cette roulette inversée est une sorte de virage en épingle à cheveux, presque un tour complet. Il fait un crochet à 270 degrés pour perturber l'assaillant. Mais les torpilles tirées par le Steelhead ont effrayé les Japonais et le théâtre des opérations change rapidement. Résultat, à la fin de sa manœuvre, le Parchi se retrouve nez à nez avec le convoi. Il se fonce droit dessus. Dans le noir, les Japonais ne peuvent pas voir le submersible à moitié immergé, naviguant tous feux éteints. Ils n'en ont pas conscience, mais ils sont en train de se jeter dans la gueule d'un autre sous-marin ennemi. Ces nouvelles positions sont tout aussi problématiques pour le commandant du Parchi. Sa cible la plus proche, un cargo, n'est qu'à 410 mètres, c'est-à-dire trop près pour armer les torpilles. Mais Ramage veut passer à l'action. Il change de direction, puis vire brusquement de manière à se trouver derrière le cargo. C'est un moment vraiment crucial, parce qu'à l'instant où il ouvrira le feu sur les Japonais, l'enfer se déchaînera. À 3h59, Tubin, feu! L'attaque menée par Lawson Ramage commence. Deux torpilles fendent les eaux. Mais ratent leur cible. Quelques instants plus tard, quelque chose attire l'attention du commandant. Porte-avions! Son attention est immédiatement détournée sur ses cibles bien plus appétissantes. Mais pour s'approcher des porte-avions, le Parchi doit s'enfoncer plus profondément au milieu du convoi japonais. Ramage doit décider si le jeu en vaut la chandelle.
31 juillet 1944, détroit de Luçon, au nord des Philippines. Porte-avions! Le commandant de sous-marin Lawson Ramage espionne un convoi japonais tapi au beau milieu de l'ennemi. Ça l'a déconcentré un instant d'entendre une vigie crier « porte-avions ». C'est depuis ces bâtiments essentiels à la marine japonaise que les avions nippons ont décollé pour attaquer Pearl Harbor. En abattre un ne priverait pas seulement l'Empire d'un bâtiment, mais aussi d'avions et de pilotes entraînés. Les porte-avions se sont avérés être des pétroliers, ce qui reste une cible de choix. Abattre un pétrolier, ce n'est pas un mince exploit. En avant toutes! Ramage a pris sa décision. Il ordonne de s'enfoncer encore plus profondément au milieu du convoi Mi-11 afin de s'approcher de nouvelles proies. Il suit le déroulé des opérations depuis le pont du Parchi, tout en restant en communication constante avec le poste de commandement appelé Château. Lors d'une attaque, le château est le système nerveux central d'un sous-marin. Il abrite l'ordinateur de contrôle de tir, le radar, le sonar. Une demi-douzaine de personnes sont serrées comme des sardines dans un espace de la taille d'une salle de bain. Dans celui du Parchi, Frank Holcorn, l'officier torpilleur, a pour tâche de localiser les cibles et de gérer l'ordinateur de contrôle de tir des torpilles. Cet enfant du sud profond américain est déjà décoré d'une Silver Star pour bravoure au combat. D'énormes responsabilités pèsent sur les épaules de Frank Holcorn. Son boulot est de s'assurer que les salles des torpilles avant et arrière fonctionnent sans accroc. On est calé sur le transport. Alors que les vigies sont aux aguets sur le pont, Holcorn suit à la trace le cargo que le Parchi vient de rater quelques minutes auparavant. Et il a de bonnes nouvelles pour son commandant. Le navire japonais est désormais à portée de tir des torpilles de poupe. Holcorn a eu le mérite de garder un œil sur la cible que le Parchi venait d'attaquer. Sans la moindre hésitation, Ramage profite des coordonnées de tir définies par Holcorn. Il fait tirer une seule torpille. Après des heures de frustration, Lawson Ramage touche enfin sa cible. Et ce n'est qu'un début. Le commandant se tourne maintenant vers l'un des pétroliers. Il fait lancer 4 torpilles. Feu! La première atteint la proue du bâtiment. Les 3 suivantes scellent le destin du navire. Les 4 torpilles font mouche. Ramage devait être ravi des performances de ces torpilles. Cette nuit-là, elles ont littéralement fait exploser leur cible. 100% de réussite. Un changement bienvenu après les problèmes de matériel qui avaient empoisonné sa mission à bord du Trout un an plus tôt. Ramage avait bel et bien raison. Les torpilles étaient défectueuses, comme il en avait averti son supérieur Ralph Christie. Les protestations de Lawson Ramage ont poussé la marine américaine à repenser complètement la conception de ces torpilles. Une modification décisive a été apportée aux détonateurs de contact. Les nouveaux modèles comprennent un alliage métallique provenant d'une source étonnante. Un avion japonais abattu à Pearl Harbor. Mises en service fin 1943, ces torpilles améliorées se montrent nettement plus fiables dans leurs œuvres de destruction. Barre à droite! 15 minutes après avoir débuté son attaque, le Parchi devra compter sur davantage que ces torpilles s'il veut continuer à semer la mort au sein du convoi Mi-11. Pour l'heure, le sous-marin se rapproche du second pétrolier japonais. Cible à 914 mètres. Feu! Le Parchi tire 3 nouvelles torpilles. Ramage ne le sait pas encore, mais sa cible n'est autre que le vaisseau amiral, sur lequel se trouve le commandant du convoi.
2 torpilles font mouche, mais pas la 3e. Le bâtiment de 7000 tonnes est toujours à flot. Le Parchi a révélé sa position aux navires d'escorte qui ouvrent un tir nourri de représailles. Les balles traçantes laissent une traînée lumineuse dans la nuit noire. La férocité du combat va pousser Ramage à faire quelque chose qu'aucun commandant américain de sous-marin n'a encore jamais fait. L'équipage sur le pont du Parchi essaie de se mettre à couvert après avoir lancé une nouvelle attaque. Pris sous le feu du vaisseau amiral, le commandant du sous-marin américain réfléchit calmement. Il est là, raide comme une statue, passant ses cibles en revue au milieu de toute cette confusion. Son choix se fixe sur une nouvelle proie, un cargo de 7000 tonnes naviguant au milieu du convoi. Problème. Les 10 torpilles préinstallées ont toutes été tirées. Pour poursuivre la lutte, il faut en charger d'autres dans les tubes à la proue et à la poupe du sous-marin. Il est au beau milieu d'un convoi et il est complètement désarmé. La procédure serait normalement de s'éloigner, de plonger et de recharger. Au lieu de quoi, Lawson Ramage donne un ordre inédit. Holcorn, rechargez-moi ces tubes! Je suis en train de faire un carnage, c'est moi qui ai la main. Alors je recharge mes tubes et je continue à tirer. Le sous-marin fonce à 20 nœuds vers sa proie en espérant échapper au navire d'escorte du convoi. Tirez! Obéissant aux ordres de son commandant, l'équipage recharge les tubes en surface. Dans la salle avant, les hommes luttent pour garder l'équilibre en manipulant des torpilles de 6 mètres de long et pesant 1,5 tonne. C'est objectivement très dangereux. Recharger à la surface en pleine bataille, c'est mettre en danger votre bâtiment et la vie de vos hommes. Dans le château, le lieutenant Frank Holcorn, l'officier chargé des torpilles, attend que la manœuvre audacieuse soit terminée. Heureusement pour Ramage, Holcorn avait fait repérer la manœuvre et ses hommes savaient ce qu'ils faisaient. Dès que les premières torpilles sont chargées, la salle avant fait son rapport. Tube 1 et 2 prêts, monsieur. Des torpilles sont désormais en place dans 2 tubes du Parchi. La première tentative de rechargement en surface par un sous-marin américain en plein milieu d'une bataille est un succès. Le Parchi se met en position pour attaquer sa prochaine cible, un cargo de 7000 tonnes choisi par Lawson Ramage. Prêt à tirer. Feu! Les torpilles foncent vers le navire ennemi. Les 2 atteignent la coque. Alors que l'eau s'engouffre dans la salle des machines, la proie de Ramage s'immobilise. Au milieu de tout ça, il y a des cibles à gauche, des cibles à droite. Il doit être en train de se demander quelle est la meilleure. Il décide de repartir en chasse. Dans son viseur, le vaisseau amiral, blessé, mais toujours à flot. Alors que l'équipage s'efforce de recharger les tubes malgré le tangage, le commandant du sous-marin américain manœuvre de manière à pouvoir lancer ses torpilles arrière. Ramage jouait comme un conducteur de hors-bord. Il zigzaguait de droite à gauche. Sauf que les torpilles ne sont pas encore prêtes. Et que les artilleurs du vaisseau amiral commencent à mitrailler le sous-marin à moins de 500 mètres de distance.
J'entends que ça tire dehors. Temporairement désarmé, Ramage est resté au milieu du combat, présumant peut-être un peu trop de sa chance. 31 juillet 1944, un peu avant l'aube, le commandant de sous-marin Lawson Ramage entreprend pour la seconde fois de recharger ses tubes lance-torpilles en surface. Ramage veut à tout prix recharger en surface, parce que s'il s'éloigne une demi-heure ou une heure, il risque de laisser filer le convoi et avec lui, une belle opportunité. Pendant ce temps-là, les vigies sur le pont essuient le feu nourri du convoi japonais. Dégagez le pont! Descendez! Descendez! Ramage fait évacuer tous les matelots non essentiels du pont, y compris le capitaine Lou Parks, censé ordonner l'action de la meute. Allez, allez! Pour Ramage, une présence encombrante depuis le début de la mission. C'est une situation très bizarre. Je pense que Ramage le respecte, mais il n'a pas forcément envie de l'avoir sur le dos. Les hommes restés dehors attendent le signal de l'officier torpilleur, Frank Holcorn, indiquant que les torpilles ont été rechargées. Car même s'ils sont en position de tir, ils ne peuvent rien faire tant que les torpilles ne sont pas chargées à la main dans les tubes arrière. Recharger des torpilles à la surface dans les pires conditions possibles, ce n'est vraiment pas la chose à faire. À 4h21, le signal arrive enfin. 3 torpilles sont prêtes. Feu! Le Parchi lance une salve à destination du vaisseau amiral dirigeant le convoi japonais. Les 3 torpilles font mouche. Mais le Parchi a une fois de plus attiré une attention indésirable. Les projecteurs scrutent les eaux à la recherche du sous-marin. Les navires d'escorte sont bien décidés à éliminer la menace. Donnez-moi une solution de tir! Mais la concentration du commandant du sous-marin ne diminue pas. Cible à 914 mètres. 24 minutes seulement après avoir tiré sa première torpille, le Parchi s'attaque à sa 5e cible de la nuit. Mais Ramage est à ce point obsédé par sa proie qu'il ne remarque pas que le sous-marin s'est arrêté. À ce stade de l'engagement, après 20 minutes de pur chaos, le champ de vision de Ramage se rétrécit. Il ne s'intéresse plus à ce qui se passe autour de lui. Soudain, l'une des vigies du Parchi, Ed Rocher, repère un navire d'escorte japonais en approche. Navire en vue! Tribord avant! L'un de ses officiers de pont lui signale qu'un bateau ennemi s'apprête à les éperonner. Commandant, ils vont nous éperonner! Mais Ramage ignore la mise en garde. Ils foncent sur nous! Monsieur! J'ai un bateau à couler! Ramage souffre visiblement de ce que l'on appelle une fixation sur la cible. Il ne voit que le navire qu'il s'apprête à torpiller. Sous le pont, les sous-mariniers du Parchi ont entendu l'avertissement crié par l'officier de pont. Le timonier en chef, Chet Stanton, est face à un choix cornélien. Il n'a pas reçu l'ordre de son commandant d'esquiver la menace. Il a entendu les éclats de voix. Il sait qu'un navire s'apprête à les éperonner. Il donne l'ordre d'aller en avant toute, sans avoir reçu aucune instruction de celui qui est à la manœuvre. Les hommes du poste de pilotage passent à l'action sans attendre et font rugir les moteurs diesel du Parchi. Sur le pont, Ramage sort enfin de sa torpeur. Il tourne la tête pendant quelques secondes et là il s'écrie « Bon Dieu, on va se faire éperonner !» Et il ordonne de foncer en avant toute. En avant toute!
L'initiative du timonier ne suffira peut-être pas. L'obsession de Ramage risque bien d'être fatale à son sous-marin et à son équipage. « 31 juillet 1944. Capitaine, j'ai un bateau à couler. Le commandant Lawson Ramage n'a qu'une idée en tête, torpiller un nouveau bâtiment du convoi Mi-11. Ils foncent sur nous! Sous le pont, Barre à droite toute! le navigateur timonier Chet Stanton a pris l'initiative d'esquiver un navire d'escorte japonais s'apprêtant à éperonner le sous-marin. L'équipage du Parchi attend dans l'angoisse de voir si Stanton a réagi suffisamment vite pour éviter le pire. C'est un moment horriblement stressant pour tous les hommes qui ne participent pas activement à un combat qui risque pourtant de les condamner tous. À 4h25, la proue du navire d'escorte fonce vers le sous-marin. À droite toutes! Ramage ordonne un peu tard de virer à tribord. Au dernier moment, le Parchi parvient pourtant à éviter l'ennemi. Le sous-marin américain s'en tire de justesse. Chet Stanton devient une sorte de héros pour l'équipage, parce que sans son initiative, le sous-marin aurait sans doute été coupé en deux. On l'a évité. L'équipage du Parchi a manœuvré hors de portée du navire d'escorte japonais. Mais un défi encore plus grand l'attend. Au cœur du convoi, un transport de troupes ennemies se dirige droit sur lui. Au milieu de tous ces bateaux, le commandant du sous-marin n'a pas la place de manœuvrer. Il n'a qu'une seule option. Il doit viser la proue, la partie la plus étroite du navire. Un tir à la gorge, comme disent les sous-mariniers américains. Un coup déconseillé si la cible est à plus de 1300 mètres. Ce qui est bien le cas ici. Et pourtant... Feu! Ramage risque ce tir. La première torpille rate la cible. Il en fait tirer deux autres. Cette fois-ci, elles touchent leur cible. Gravement endommagé, le navire s'immobilise. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Barre à gauche! Le commandant du Parchi repère une faille entre les bâtiments du convoi. Il contourne le navire en perdition et se met en position pour l'achever sous un angle nettement plus facile. Feu! Une seule torpille suffit à achever l'œuvre du sous-marin. La persévérance de Ramage a payé. Il vient de détruire un transport de troupes. En sombrant, celui-ci entraîne plus de 2400 des soldats qui disparaissent en mer. L'exploit du Parchi contre le convoi japonais Mi-11 deviendra célèbre sous le nom de Ramage's Rampage, le carnage de Ramage. En moins d'une heure, le capitaine a fait tirer 19 torpilles, dont au moins 14 ont atteint leur cible. Comme le dit Clay Blair, spécialiste des sous-marins, ce sont les 48 minutes les plus incroyables de toute la guerre sous-marine. Alors que le jour se lève, Ramage donne l'ordre de s'éloigner du convoi. Allez, on s'en va. Au moment où le Parchi se met en route, il reçoit un message. Tout à coup, un navire japonais leur demande, en utilisant le code international, « Comment vous appelez-vous? Qui êtes-vous » Ramage et son équipage sont aux anges. Ils ont dû se dire, « Il a sans doute de la paperasse à remplir. » Le 16 août 1944, le USS Parchi retourne au port. Tout le monde est enchanté de la tournure qu'a pris la mission. Quand ils arrivent à Pearl Harbor, une foule de gens les attend sur le quai.
Selon la comptabilité établie après-guerre, le Parchi a coulé 19 200 tonnes de marchandises japonaises lors de cette nuit historique dans le détroit de Luçon. Son compagnon de meute, le Steelhead, est crédité du torpillage de 2 navires lors de la même attaque. Le commandant de la meute, le capitaine Low Parks, est décoré de la Croix de la Marine pour sa participation à cet exploit. La marine américaine décide cependant, après cette expérience, de supprimer le poste de coordinateur de meute qu'occupent les officiers comme Parks. À la place, ce rôle est confié à l'officier de plus haut rang de la meute afin de simplifier la chaîne de commandement et de permettre aux commandants de sous-marins attachés à leur indépendance, comme Lawson Ramage, de rester seul maître à bord. Carl Kimmons fait, lui, une belle carrière dans la marine. Après la fin de la ségrégation, il est le premier maître-coq à gravir les échelons un par un avant d'être finalement promu officier. Quant à Lawson Ramage, il a été critiqué par d'autres commandants. Selon eux, il s'était montré trop audacieux, voire inconscient. Mais les commentaires officiels, eux, sont dithyrambiques. L'équipage du Parchi se voit décerner les éloges du président pour héroïsme lors de combats contre un ennemi armé. Et le 12 janvier 1945, le président Roosevelt décore le commandant Ramage de la médaille d'honneur du Congrès, la plus haute distinction pour fait de guerre exceptionnel. Je considère cette médaille comme une sorte d'hommage à l'attitude de Lawson Ramage. Les autorités considéraient que son agressivité était l'exemple à suivre pour le corps des sous-mariniers. Cet homme incarnait cette faculté à prendre des risques que le haut commandement voulait encourager. Et comme il l'a fait, on lui a collé une médaille sur la poitrine. Promu amiral après la guerre, Lawson Ramage continue à servir dans la marine américaine. À la fin de sa carrière, il sera l'un des commandants de sous-marins les plus décorés de l'histoire américaine.